Chers amis, bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais continuer à faire avec vous le tour des différents styles d'investissement. Vous savez que je suis en train de travailler sur un guide des différents styles d'investissement que je vais publier bientôt sur la page Patreon. Je suis en train de prendre plein de notes, hein, là c'est encore un peu le bazar, mais je m'assurerai qu'il soit au propre et qu'il soit le plus clair possible. Donc vous savez, hein, sur la page Patreon, je publie maintenant des petits guides. Pourquoi est-ce que je publie ces guides? Vous voyez, c'est ici dans les collections, voilà. Vous avez différents petits guides. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que quand je me lance dans une activité, j'aime bien devenir meilleur, et j'ai remarqué que j'intégrais mieux les choses quand je ne consommais pas l'information passivement, mais quand je me débrouillais pour l'organiser, pour la rationaliser et pour la transmettre. Donc ça fait partie du travail que je fais sur cette chaîne pour devenir meilleur dans mon domaine. Il y a une partie pratique évidemment, parce que j'investis régulièrement, je teste des nouvelles choses, je vous montre tout pour que vous puissiez bénéficier de mes bonnes et de mes mauvaises expériences. Mais la pratique ne suffit pas, il faut également, si on veut vraiment progresser dans un domaine, acquérir du savoir théorique, et ce que je fais sur les mini-guides, c'est une manière de bien intégrer les connaissances. Donc la dernière fois, on avait parlé de l'approche momentum, et dans cette vidéo, on va parler de l'approche quality, et je vais essayer de vous en donner un aperçu rapide mais précis, et bien sûr je développerai tout ça dans le guide qui arrivera bientôt sur la page Patreon. Avant qu'on rentre là-dedans, je vais vous faire un petit point sur le portefeuille, parce que j'ai encore fait des mouvements, mais avant ça, je voulais quand même préciser pourquoi je trouve ça important de partager avec vous ces différents styles d'investissement, parce que vous le savez, sur cette chaîne, j'ai un style d'investissement particulier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rendement. Ce qui m'intéresse, c'est le rendement de mon portefeuille, donc à savoir, j'ai envie de pouvoir collecter des dividendes. Et pourquoi j'ai envie de pouvoir collecter des dividendes? Parce que c'est une manière d'investir qui me plaît, parce que j'ai envie d'avoir du revenu passif qui augmente. J'ai pas envie de me dire, voilà, un jour je pourrais vivre de mon portefeuille en vendant des parts ou en switchant d'approche, etc. J'ai envie de me construire un flux de revenus passifs qui grandit au fur et à mesure. Et donc, certaines personnes vont pas être en accord avec cette approche, vont dire, regarde, tu te manges plein de frictions fiscales, etc. Mais de la même manière que moi, je sais pas de vous convaincre ou de vous convertir à telle ou telle approche, voilà, sachez que je sais qu'il y a des approches alternatives, mais moi, c'est celle-là qui m'intéresse. Je suis tout à fait prêt à payer des impôts sur mes dividendes, mais j'ai envie d'avoir ce flux continu de dividendes qui arrive de façon progressive, parce que c'est ça qui me motive, c'est ça qui me plaît, c'est peut-être aussi ça qui me rassure. En tout cas, c'est mon style d'investissement, et il y a plein d'autres styles d'investissement, et c'est pour ça que je me suis lancé dans la présentation de ces différents styles d'investissement. Et peut-être que si vous me suivez, c'est parce que vous partagez un peu cette sensibilité particulière pour la production de revenus passifs, et bien que vous puissiez avoir accès à une information plus complète, ce qui permet d'aiguiser votre esprit critique. Alors, vous le savez, une des dimensions de mon approche de l'investissement que je viens de rajouter, une nouvelle corde à mon arc, c'est le fait de faire des options, et vous devez bien comprendre que le fait de faire des options, c'est quelque chose qui est aussi une stratégie de papy, hein. C'est le fait de se focaliser sur les dividendes. Normalement, c'est une stratégie de papy. Vous allez avoir plein de gens qui vont se dire, non, moi je vais distinguer très clairement dans mon parcours d'investisseur une phase de capitalisation, où je vais investir dans des choses capitalisantes, dans des choses de croissantes, etc., pour faire grandir mon capital le plus rapidement possible, et puis un jour j'aurai bien le temps de switcher vers une activité de rendement. Et quand vous faites des options, c'est un petit peu la même chose. Quand vous faites des options, c'est un peu une stratégie de papy, parce que c'est quelque chose qui vous permet de dégager du revenu maintenant, et ce revenu finalement que vous dégagez, qu'est-ce que c'est? C'est un troc en fait. Vous êtes en train de troquer de l'appréciation du capital potentiel de vos entreprises contre du revenu maintenant. Et donc en général, les options, c'est plutôt une approche qui est utilisée par des investisseurs qui sont en phase de rendement, qui sont en phase de retraite. Et d'ailleurs, si vous regardez les chaînes américaines de personnes qui font des covered calls, vous avez souvent des gens qui sont à la retraite et qui ont décidé, en plus de leurs dividendes, de se dégager un revenu supplémentaire en faisant donc des options. Et donc le désavantage de la stratégie à options, c'est que vous pouvez vous retrouver dans cette situation où, par exemple, imaginons là, pour ST Microelectronics, j'ai une option à 46 en novembre, j'ai également une option à 46 en décembre. Et imaginons que les choses se retournent complètement, que ST Microelectronics commence à taper les 50, etc. Ce serait intéressant pour la personne qui est de l'autre côté du pari de se dire, bim, je prends les options de Victor, je les achète à 46, qui me permet de les revendre à 50, et comme ça je fais une plus-value, et donc c'est pour ça que j'ai touché une prime. Le désavantage du pari que je fais, c'est qu'une personne pourrait décider de me prendre ma plus-value finalement. Donc c'est
pour ça, quand vous faites des options, vous faites un deal, et ce deal, c'est la perspective de perdre une partie de votre plus-value, et vous êtes prêt à prendre ce risque parce que vous acceptez en retour de toucher de l'argent tout de suite. Donc si vous voulez, c'est un petit peu le même délire que les dividendes, c'est un jeu de tiens et de tu l'auras. Et moi, dans le jeu des tiens et des tu l'auras, je suis un récolteur de tiens et je ne veux pas de tu l'auras. Voilà, il y a des gens qui vont passer une vie dans l'investissement à rêver de tu l'auras. Moi, je ne rêve pas des tu l'auras, je veux des tiens. Je pense que c'est la manière la plus simple d'expliquer cette stratégie, sachant que, vous savez, quand je dis que je suis en train de peut-être perdre de la plus-value potentielle, j'évite de faire ça en fait, parce que j'essaie d'accompagner à la hausse mes actions. Vous avez vu, c'est ce que j'ai fait avec Total. Quand j'ai vu que Total a dépassé le coût d'exercice auquel j'avais vendu une option, donc j'avais une option à 60, bah, j'ai décidé de racheter l'option que j'avais à 60 et d'en vendre une dans la foulée à 65, ce qui m'a permis d'encaisser une prime, qui m'a permis de sécuriser plus de plus-value potentielle en augmentant le coût d'exercice. Mais la contrepartie de ça, c'est que j'ai considérablement étendu la date à laquelle l'option va arriver à échéance, et donc je donne beaucoup plus de temps potentiel à la personne qui est en face de ce pari pour permettre à Total d'atteindre et de dépasser ce coût d'exercice. Mais encore une fois, je peux m'adapter, parce que les options, ça se vend, les options, ça se rachète, donc en fonction de la situation, je prendrai des décisions en conséquence. À propos, ce matin, j'ai roulé une de mes options que j'ai sur ST Microelectronics. Donc regardez, c'est ici. J'ai décidé, pour plus de lisibilité sur le document où je présente les covered calls, de plus seulement marquer en fait la différence entre le prix auquel j'ai racheté l'option et le prix auquel je l'ai revendu. J'ai décidé de mettre en rouge le prix auquel j'ai racheté l'option et en vert le prix auquel je l'ai revendu. Et donc vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une option de ST Microelectronics qui était à échéance du 20 octobre et à un prix d'exercice de 45. Cette option, je l'ai rachetée pour 43 € plus 75 cents de frais. Dans la foulée, j'ai revendu une option avec un prix d'exercice à 46 pour le 15 décembre, et celle-là, je l'ai vendue pour 110 balles, moins les 75 cents de frais. Donc l'un dans l'autre, ce mouvement que j'ai fait sur ST Microelectronics, ça m'a rapporté 65 € et 50 cents, donc c'est pas mal. Cet argent, ça s'ajoute aux revenus que j'accumule, et ce revenu que je vais accumuler, il va y avoir des dividendes qui vont s'ajouter à ça, et je pense que je pourrais compléter avec un petit virement, et donc ça, c'est de l'argent que j'investirai dans la partie ETF de mon portefeuille, parce que vous savez que c'est ma stratégie à partir de maintenant. Je vais choper du dividende et faire des options avec les actions que j'ai en portefeuille, et l'argent que je générerai grâce à ça, je le réinvestirai dans la partie dividende de mon portefeuille, parce que vous le savez, moi je suis un investisseur de long terme, et je pense que la forme la plus pure du revenu passif, c'est des ETF distribuants, et surtout des ETF aussi larges que le SP500, que des ETF mondes comme ça. Là, vous êtes quand même pas mal. Enfin, en tout cas, je suis quand même pas mal, parce que vous le savez, vous faites absolument ce que vous voulez. Vous pouvez considérer que ma stratégie, c'est une stratégie qui ne vous convient pas. En tout cas, moi, si j'aime beaucoup ces stratégies, il y a aussi un composant je dirais, de fun, vous voyez, parce que moi, ce qui me plaît dans l'investissement, c'est quand j'ai de l'argent qui arrive, j'ai l'impression de gérer une entreprise, en fait, quand j'ai un portefeuille comme ça. Donc ce sont les dividendes qui arrivent ici. Quand j'ai des dividendes qui arrivent, bah, c'est quelque chose qui me motive, et puis quand je vois une opportunité d'exercer une option, bah, c'est quelque chose qui me motive aussi. Voilà, quand je vois par exemple que sur l'option ST Microelectronics que j'ai en novembre, le prix auquel je pourrais la racheter est inférieur au prix auquel je l'avais vendu, je me dis tiens, il y a quelque chose d'intéressant, je pourrais décider de la racheter et puis de refaire une option pour décembre au lieu de novembre, d'embaucher une petite prime, mais je décidais plutôt d'attendre. Voilà, c'est une stratégie qui me plaît, mais quand vous déterminez votre stratégie, vous devez faire toujours un arbitrage entre à quel point cette stratégie correspond à votre tolérance au risque. Moi, j'ai très peu de tolérance au risque, c'est pour ça que vous me verrez pas faire de la stratégie momentum ou ce genre de truc, que vous me verrez pas faire du trading ou ce genre de choses. C'est pour ça que je suis aussi attaché au revenu, parce que j'associe le revenu à la sécurité. Donc c'est pour ça que cette stratégie me convient, que je suis pas tellement orienté croissance, que je suis plutôt orienté rendement. Mais voilà, vous pourriez avoir une stratégie complètement différente. Et l'autre chose qui me fait apprécier cette stratégie, c'est que j'aime bien qu'il se passe des trucs. Voilà, moi, pour que je sois motivé à investir régulièrement, bah voilà, je ne pourrais pas
investir seulement dans un ETF capitalisant. Et donc il y a des gens qui sont très heureux de pouvoir investir dans un ETF capitalisant, je pense que ça leur fait plaisir. Par ailleurs, moi j'adore créer du contenu et s'il se passe des choses sur mon portefeuille, si je suis actif, et ben j'ai des choses à vous montrer, mais peut-être que vous auriez beaucoup plus intérêt à faire all-in sur du capitalisant et à vous focaliser sur le développement de vos connaissances et vos compétences. Moi, en investissant de la manière dont j'investis, je développe des connaissances et des compétences qui me sont rentables. Donc gardez toujours ceci avec si, mais c'est des choses, je les répète tellement souvent que, que je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Alors ceci étant posé, on fait encore un petit bilan sur les revenus que j'ai touchés, et c'est... C'est là que je trouve que c'est impressionnant en fait. Donc j'ai les loyers de Realty qui sont arrivés. Vous voyez les loyers Realty qui continuent de tomber, donc gling 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 gling. En fait, les augmentations de loyers sont dues au fait que je réinvestis mes loyers. Les propriétés qui ne sont pas louées ne sont pas encore relouées. Et donc vous voyez, ça c'est un peu un des risques de l'immobilier, c'est que vous avez de la vacance locative. Et sur mon portefeuille Realty, j'ai quelque chose comme 10% de vacances locatives à ce jour. Donc ça va se combler au fur et à mesure. Mais voilà, Realty c'est de l'immobilier. Donc ça veut dire que de temps en temps, les gestionnaires envoient des lettres avec des notifications d'augmentation de loyer, et à ce moment-là, certains locataires peuvent décider de sortir, et c'est l'occasion de faire des rénovations, de faire entrer de nouveaux locataires, généralement avec une hausse de loyer. Mais ce qui est chouette, c'est que même avec ces vacances locatives, la combinaison du fait d'investir régulièrement et de réinvestir régulièrement, ça permet d'avoir une belle courbe comme ça d'augmentation des loyers, et vous voyez qu'en août, j'ai touché $66 en revenus locatifs. Pour le mois de septembre, je suis déjà à $30, soit 28,64 €. Parce que oui, je fais les choses bien dans ce tableau où je combine tous les revenus locatifs que je fais. Je mets tout en euros en fait. Donc si par exemple j'ai eu des revenus d'options en dollars, je vais les reconvertir en euros. Et pareil pour les loyers, le jour où je les touche, je les reconvertis en euros au taux du jour. Et l'un dans l'autre, ça nous fait déjà 655 € touchés en revenus passifs. Le sourire que vous avez là, c'est vraiment du plaisir. Parce que en fait, derrière ça, c'est pas des chiffres en fait. Derrière ça, c'est de la liberté. Encore une fois, c'est de la liberté en barre. C'est vraiment la perspective à un moment de faire plus que les activités qui me plaisent. Et déjà, dans ma vie, il y a quand même pas mal de choses qui me plaisent parce que vraiment, les trois quarts des choses que je fais me plaisent. Des fois, j'ai encore une petite boule au ventre parce que voilà, je dois m'assurer que je satisfais toujours mes clients, etc. Donc il y a encore un peu de pression, si vous voulez, dans mon travail. Mais le fait que mes revenus passifs augmentent à cette vitesse, ça rend de plus en plus concrète. En fait, je vous le dis, mon rêve... Mon rêve, ce serait de pouvoir passer la moitié de l'année dans des hôtels all-inclusive comme ça, tranquille, où je peux travailler près de la piscine, être bien, etc. Voilà, et puis avoir même tellement d'argent que je pourrais inviter de temps en temps la famille et les amis à me rejoindre, tout frais payé. Ce serait vraiment pour ça que ça me ferait rêver. On n'y est pas encore, hein, on en est très loin, parce que vous savez que l'investissement, c'est un jeu de long terme. Mais voilà, vu la vitesse à laquelle ça augmente, et quand on se met sur une base annuelle, c'est quand même assez impressionnant. C'est quelque chose qui me motive. Alors, avant de passer à la suite, je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié vers mon partenaire, vers la liberté financière, mon courtier de Giro. En suivant ce lien, ça me rapporte un petit quelque chose, et ça vous permet de bénéficier de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses à voir sur ce portefeuille? Oui, en fait, j'aurais eu un moment ce matin si je voulais, parce que ce matin, Total a eu un petit moment de faiblesse, et donc vous savez, l'option que j'ai vendue hier, le prix auquel je pourrais la racheter était passé en dessous du prix auquel je l'avais acheté, et donc j'aurais pu décider de faire un trade, etc., mais je me suis dit non, là ça va être peanuts, il faut que tu te calmes. laisse quand même un petit peu de temps au temps. Alors, ceci étant posé, on va arriver à la présentation de l'approche quality. Je voudrais préciser qu'une des manières dont vous pouvez savoir en gros quelles sont les caractéristiques d'une approche d'investissement, une bonne idée, c'est de se caler sur les indices MSCI, vous voyez. Et donc par exemple, vous avez un indice MSCI Momentum, et donc dans cet indice, la manière dont ils font leur choix, ils regardent effectivement à quel point les entreprises
entreprises ont eu une croissance récente importante. Parce que je vous rappelle, l'approche momentum, c'est ça, c'est on regarde différents indicateurs, comme par exemple les moyennes mobiles, pour savoir est-ce que les actions sont dans une tendance positive qui s'accélère, et on va essayer de faire un petit peu de trading en fait. Et c'est pour ça que je suis pas familier de cette approche, enfin en tout cas que je suis pas attiré par cette approche, c'est que c'est une approche qui est quand même très active, où on va beaucoup raisonner en termes de points d'entrée et de points de sortie, donc on se rapproche beaucoup plus du trading que de l'investissement, mais voilà, c'est une approche que vous pourriez aussi avoir de façon passive si vous décidez de passer par un ETF. Et donc évidemment, l'entreprise qui est en top dans cet ETF momentum, c'est Nvidia, parce que Nvidia a été on fire, je pense que vous avez vu ça, et donc il vous montre à quel point dans cet indice ils prennent en compte ces différents facteurs. Et donc par exemple dans cet indice, le facteur qui va être le plus important, c'est ça, c'est le momentum, à savoir est-ce que le stock et est-ce que l'action est dans une tendance positive, et il combine ça avec de la qualité. Quand vous avez cette approche momentum, vous avez plein de manières en fait de la mettre en pratique. Derrière cet indice momentum, vous avez plein de choix qui ont été faits, et ce tableau permet de vous montrer à quel point les critères sont pondérés dans cet indice. Alors l'approche quality maintenant, oui, juste ce qui est intéressant, c'est qu'il vous compare également la performance de cette approche par rapport à un simple MSCI World, donc qui investit dans les plus grosses capis à échelle mondiale, et vous voyez donc que l'approche momentum, c'est pas délirant, elle permet de battre l'indice simple MSCI, et quand vous regardez l'approche quality, c'est une approche qui est encore meilleure. Par exemple, Xavier Delmas, quand on lui demande, on va faire d'ailleurs un épisode sur les différentes approches de l'investissement, il se présente comme un investisseur quality, et ça se comprend en fait, quand vous avez une très bonne connaissance, une très bonne capacité à lire les bilans des entreprises, vous avez tout intérêt à faire une approche quality. Et quand je lui dis que j'ai une approche dividende, il me dit oui, mais regarde tes plus grosses positions, quand tu as du Apple, du Microsoft, des boîtes comme ça, ça veut dire que tu as une approche dividende quality. Et en fait, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire, parce que le critère que je regarde en priorité dans les entreprises dans lesquelles j'investis, c'est pas le rendement du dividende, c'est la croissance du dividende. Et la croissance du dividende, ça veut dire a priori qu'une entreprise est bien gérée, qu'elle est capable de faire des bénéfices. Sauf que dans l'approche quality, le critère qui va être le plus important, ça va être le ROE. Donc vous en avez d'autres évidemment, vous allez regarder les marges, vous allez regarder aussi est-ce que l'entreprise n'est pas trop endettée, ce genre de choses, parce que votre objectif en fait, vous allez regarder évidemment la croissance des bénéfices, parce que votre objectif c'est de rentrer dans des entreprises qui sont bien gérées, qui ont eu un bel historique de croissance. Mais donc le ROE, qu'est-ce que c'est? Le ROE, c'est le Return on Equity, en fait c'est le rapport entre les capitaux propres que vous avez investis et les bénéfices que vous avez dégagé. Donc pour vous donner un exemple très simple, vous imaginez un glacier, donc quelqu'un qui aurait un marchand de glace, donc ça veut dire qu'il a investi du capital, et le ROE, c'est à quel point le capital qu'il a investi dégage du retour pour les actionnaires. Donc par exemple, une action qui permettrait d'augmenter son return on equity, je sais pas comment on traduit en français, peut-être on pourrait dire le retour sur les capitaux investis, faudrait que je vérifie l'expression, mais donc imaginons que ce glacier, il augmente pas trop le capital qu'il a investi, mais il dégage plus de bénéfices. Par exemple, au lieu de faire des glaces au parfum chocolat, il chope un parfum tendance, voilà, ça lui coûte même prix que le parfum chocolat, donc je sais pas, c'est l'été, il se dit c'est le printemps, et donc on fait un parfum fraise des bois, ou alors je sais pas, il y a un événement sportif et il fait le parfum de la Coupe du Monde, le parfum de je sais pas quoi, le parfum de la Saint-Valentin, donc sans augmenter le capital qu'il a investi, il crée une glace qui lui coûte pas plus cher mais qui a un énorme carton. Là il a augmenté son retour sur investissement, parce qu'il n'a pas investi plus, il a fait plus de bénéfices. Au contraire, vous pouvez imaginer quelqu'un qui dégrade son retour sur investissement, par exemple il se dit, je sais pas moi, la nouvelle tendance, ça va être de faire des glaces fluorescentes et qui ont une consistance de gelée, et il s'achète une machine chère, etc. Donc ça veut dire qu'il augmente le capital qu'il a investi, et ses ventes n'augmentent pas, donc ça veut dire que là il a baissé ce critère du retour sur capital, parce qu'il a investi plus et il a gagné moins. Et donc évidemment sur le très long terme, on a envie d'avoir des entreprises qui ont un très bon retour sur investissement, parce que ça veut dire qu'elles sont bien gérées, et si vous voulez, c'est quelque chose qui est un petit peu humain, ça vous donne une idée d'à quel point les entrepreneurs qui gèrent l'entreprise sont bons. C'est pour ça que je vous ramène ça à l'exemple d'un glacier, c'est pour qu'on puisse remettre un petit peu d'humain et de concret là-dedans. Bref, l'approche quality, c'est une super approche, je l'ai d'ailleurs pas mal développée dans le guide, parce que
de toutes les approches qu'on va voir, c'est déjà, enfin, vous avez les chiffres, quoi. C'est une approche qui performe bien, et donc si vous n'êtes pas dans une optique de faire du capitalisant, et encore une fois, hein, vous pourriez très bien décider de faire all-in sur du capitalisant et de vous focaliser sur autre chose, ça vaut la peine de se former sur l'approche quality parce que elle a quand même, enfin, vous regardez, hein, en termes de performance, c'est assez intéressant par rapport au MSCI World. Concrètement, ça c'est un indice, et vous allez avoir donc des ETF qui permettent de reproduire cet indice. Si vous êtes chez DeGiro par exemple, vous allez avoir le X-Tracker MSCI World Quality Factor, donc avec des frais qui sont assez raisonnables. Je le rappelle, hein, parce que des fois les gens comprennent pas ce que ça veut dire. Les frais, c'est pas de l'argent qu'on va vous prendre, c'est un spread entre le prix de votre ETF et le cours de l'indice. C'est comme ça que les émetteurs d'ETF se rémunèrent, et donc 0,25 c'est pas mal, mais vous pouvez avoir beaucoup mieux. Pour vous donner un point de comparaison, un BET ETF du SP500 comme celui-là, regardez, cet ETF du SP500 tout simple, là les frais sont à 0,07, donc c'est beaucoup moins cher, mais là c'est quand même très raisonnable comme frais par rapport à des trucs un peu plus cool, je sais pas moi, ETF, IA, robotics, etc. Plus ils sont spécifiques, plus vous allez avoir des frais, je sais pas, 0,5, 0,6, 0,7, et là ça devient moins intéressant, et donc c'est le même, hein. Quand vous regardez les plus grosses positions, vous allez avoir votre Apple, votre Nvidia, votre Microsoft, votre Visa, etc. Donc c'est la même top line que ce que vous avez ici. En général, vous allez toujours avoir un petit temps de décalage entre la manière dont l'indice est constitué et la manière dont les ETF qui répliquent l'indice sont constitués. Vous avez à peu près les mêmes, mais pas dans le même ordre, et ça en fait c'est normal parce que les ETF sont pas rebalancés tous les jours, ils sont parfois rebalancés, je sais pas, tous les trimestres, etc., mais c'est marqué dans les présentations des ETF. Voilà donc pour cette approche quality. Donc l'idée c'est de choper des entreprises qui ont un très bel historique de croissance et qui devraient avoir un bel historique de croissance. Donc on va pas réfléchir en termes de points d'entrée et de points de sortie en regardant des indicateurs techniques, on va réfléchir en termes de quelle entreprise est bonne. On va essayer, tant qu'à faire, de ne pas la surpayer, mais les gens qui ont l'approche quality sont prêts à payer un premium pour rentrer sur des entreprises de qualité. Donc c'est une différence par exemple avec l'approche qu'on va appeler value, où là le premier critère, ça va être de ne pas surpayer une boîte, ça va être d'acheter une bonne boîte à un bon prix, à un super prix, alors que l'approche quality, ça va être l'objectif, ça va être de choper avant tout une super boîte, et peut-être qu'on va être obligé de l'acheter plus cher, mais on se dit que la boîte est tellement bien que sur le long terme, on sera quand même gagnant. Voilà donc pour cette brève présentation de l'approche quality. Encore une fois, je vais développer tout ça dans un des mini-guides qui va paraître dans les prochains jours sur la chaîne YouTube. Vous pouvez également rejoindre la page Patreon si vous souhaitez participer à la prochaine FAQ. Vous savez que toutes les semaines, je lance une FAQ pour répondre à toutes vos questions sur l'investissement, mais aussi sur l'entrepreneuriat, parce que vous le savez, et je vous le répéterai encore et encore, ce n'est pas avec la bourse que vous allez devenir riche. Vous allez devenir riche en développant des compétences, et des compétences en devenant expert dans un domaine et en le faisant savoir. C'est pour ça qu'il y a toujours cette dimension business dans cette chaîne que j'ai envie de donner. C'est parce que je veux surtout pas être associé à des vendeurs de rêves à base de je vais vous donner des signaux, machin truc, et vous allez devenir super riche en recopiant ma méthode miracle. S'il y avait des méthodes miracles, ça se saurait, et gagner de l'argent avec la bourse, ça suppose d'abord d'avoir gagné de l'argent avec votre travail, et ensuite de ne pas faire n'importe quoi. Ceci étant posé, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.